Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir, bienvenue au Louvre. Je suis ravi de vous accueillir ce soir à l'auditorium Michel Laclotte pour ce bel événement qui correspond donc au lancement du livre que nous copublions avec les éditions du Seuil, Conversations du Louvre. Le Louvre est la grande maison des artistes. Avant même que le Louvre soit musée, il a accueilli des artistes qui ont travaillé en son sein, ont même eu leur atelier, ici même, dans nos murs. Aujourd'hui que le Louvre est palais et musée, qu'il conserve un patrimoine mondial, les artistes peuvent venir participer aux relectures polyphoniques de nos collections avec générosité, précision et liberté. Cette soirée est la leur. À l'occasion de l'apparition du livre des Conversations du Louvre, le livre de Hans-Ulrich Obrist, avec Kader Attia, Daniel Buren, Barbara Chase-Ribou, Julien Creuset, Simone Fatal, Dominique Gonzalez-Forster, Sheila Hicks, Ansem Kiefer, Annette Messager, Philippe Parreno, Li Oufan, nous vivons ensemble cette soirée où sur cette même scène de l'auditorium, les artistes Barbara Chase-Ribou, Julien Creuset, Simone Fatal et Annette Messager évoqueront dans un instant, en dialogue avec Hans Ulrich, leur rapport avec le musée. C'est l'esprit même des Conversations du Louvre. Ce livre que nous coéditons donc avec le Seuil et qui rassemble les parcours dans le musée des artistes. Pendant des mois, ils ont arpenté le musée avec Hans Ulrich et je tiens à remercier évidemment tous les artistes qui ont participé à cette aventure. Hans Ulrich lui-même, merci infiniment, cher Hans Ulrich, de votre confiance. Et au sein des éditions du Seuil, Bernard Comment, qui a suivi le projet, ainsi que Jean Capeille, qui a assuré la coordination éditoriale. Je remercie Thomas Lantal, qui a conçu la magnifique couverture, parfaitement historique et parfaitement contemporaine, annonçant presque le futur du Louvre. Le regard contemporain des artistes qui ont participé, nourrit notre pensée, est une extraordinaire ressource. Ce livre est une étape dans l'histoire de notre institution. Relecture du patrimoine, il s'inscrit dans un dispositif où nous invitons nos publics à converser à la fois avec le patrimoine du musée et avec le musée comme patrimoine. Car le projet de Hans Ulrich ne naît pas de rien. Il a un amont et il a un aval. Son aval, c'est le livre de Pierre Schneider, Les dialogues du Louvre, paru pour la première fois en français en 1972, où Pierre Schneider conversait avec les maîtres modernes, de Miro à Vera da Silva, en passant par Barnett Newman, Bram van Velde ou bien sûr Pierre Soulages. Pierre Schneider, critique, historien éminent de Matisse, a inspiré Hans Ulrich. Nous travaillons donc à partir d'une chaîne de transmission d'artistes. C'est une sorte d'entretien infini, comme le dit si joliment Hans Ulrich. Nous avons réédité avec les éditions La Barque les dialogues du Louvre. Et je tiens ici à remercier Tamara Préau et Pamela Roberts, les filles ayant droit de Pierre Schneider, de nous avoir accordé leur confiance. Rééditer des ouvrages de l'histoire moderne du Louvre, c'est aussi notre mission et je remercie également Olivier Gallon à la tête des éditions La Barque pour le travail remarquable d'édition de ce magnifique volume. Je parlais d'amont avec les maîtres modernes, mais l'aval est tout aussi important. Comme avec les regards du Louvre, invitation à 20 artistes de moins de 40 ans à créer une vidéo avec et dans le Louvre. La transmission est au cœur de nos missions. Les jeunes artistes ont un rapport au Louvre qu'il convient de manifester, de donner à percevoir à chacune et à chacun d'entre nous. Et bien sûr, ils sont là pour nous inspirer et s'inspirer du Louvre. Maître moderne, maître contemporain, mais aussi maître en devenir. Nous avons confié à Naël Pija le soin de concevoir un podcast disponible à partir de la semaine prochaine intitulé « Paroles du Louvre » où Naël a interviewé dans le Louvre 12 jeunes artistes qui sont ici ce soir et je les en remercie très chaleureusement. Nathan Berthet, Iman Chabigara, Jean Clarac, Jennifer Douzenel, Joséphine Ducas, Nathanaël Herbelin, Dora Géridi, Thomas Lévillane, Enzo Melio, Madeleine Roger-Lacan, Christine Safa et Héléné Charadvesvili. Merci à eux également de nous prouver que le Louvre est toujours contemporain, y compris des générations plus jeunes. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, le Louvre n'est pas le lieu de l'art contemporain, c'est le lieu contemporain de l'art, c'est le lieu des artistes. Cette maison est la vôtre.
celle de l'art de 9 millénaires, celle où vos prédécesseurs, à partir d'Hubert Robert, se sont retrouvés, celle où Edgar Degas a rencontré Édouard Manet, là où Matisse, Brancusi et Picasso sont venus étudier. Avec les livres et les podcasts, avec les visites exceptionnelles que certaines figures donnent en ce moment même, avec tant de générosité au public du Louvre, et je voulais saluer la visite de Li Yufan la semaine dernière, d'autres vont venir dans les semaines qui viennent. Les artistes ne sont pas pour nous un public séparé. Vous êtes le premier public, le pont vers le public, car vous êtes du côté du public et du côté des collections également. Pas de rupture dans la sensation. Donc merci infiniment à tous les artistes qui nous accompagnent dans ces réflexions et dans ces propositions. Je voudrais aussi, si vous le permettez, adresser tous mes remerciements aux équipes du Louvre qui ont rendu ce projet et cette soirée possible, les départements du musée qui ont suivi ces opérations et les ont accompagnés, la direction des expositions et des éditions, notamment Aline François, qui est à sa tête, Valérie Coudin et Violaine Bouvet-Lancel, l'auditorium qui nous accueille ce soir, et bien sûr Donatien Gros, en charge, vous le savez, des programmes contemporains à la présidence du Louvre, amical complice depuis les années Orsay et qui poursuit si brillamment cette conversation que nous avons autour de la présence du contemporain au Louvre. Je voudrais aussi remercier Nicolas Marbeau qui a suivi ces projets et les a accompagnés. Enfin, si vous me permettez un dernier mot, je voudrais remercier de nouveau, car on ne le fera jamais assez, les artistes. Nous leur devons tout dans cette maison, du plus ancien sculpteur anonyme de nos collections aux jeunes artistes qui acceptent de venir partager le regard. Ils nous offrent que la preuve que l'art est une affaire de vie et que nous pouvons, grâce à eux, devenir artistes de nos vies. Merci infiniment de votre présence si nombreuse ce soir et je laisse la parole aux artistes et à Hans Ulrich. Merci infiniment, bravo. Merci beaucoup, Laurence. Merci infiniment et merci à vous tous pour être ici. Et avant que je dise peut-être quelques mots d'introduction, je voulais vous demander de donner un très, très chaleureux bienvenue à des artistes incroyables qui sont avec nous. Barbara Chase-Ribou, Annette Messager, Simone Fatal et Julien Creuset. Un très chaleureux bienvenue. Je tiens à exprimer ma gratitude à Laurence, mais aussi à Donatien Grau, qui, dès le début, a vraiment, avec moi, développé ce projet. Et sans sa vision, ce projet n'aurait jamais eu lieu. C'est vraiment un peu 15 ans d'amitié qu'on a ensemble, qui, d'une certaine façon, a donné naissance à ce projet. Je tiens à remercier aussi Nicolas Marbeau, qui est chargé de projet, et Jean Capet, qui est chargé de recherche, dans leur travail extraordinaire de recherche était fondamental pour le livre. Et surtout aussi Bernard Command, qui est ici avec nous, qui est auteur et aussi directeur aux éditions du Seuil, de m'avoir permis de travailler en un an sur 2 livres avec lui, Une vie en progrès, et maintenant le livre qu'on présente aujourd'hui. Je souhaite également remercier mon équipe, Adèle Köchlin, Mark Shackleton et Lorraine Toux. Et je voudrais commencer donc avec des premières questions. On va avoir des conversations avec les 4 artistes présents ce soir avec nous. Évidemment, c'est un teaser pour ce qui peut se passer après, quand vous auriez le livre, puisque l'idée, c'est vraiment que le livre est un peu comme une boîte à outils et qu'on peut, avec ce livre, se promener dans le Louvre et découvrir, d'une certaine façon, le Louvre à travers les yeux des artistes. Pour moi, c'était une des premières expériences au Louvre était vraiment quand j'avais 16-17 ans. Je suis venu à Paris et j'ai fait 2 choses. Je suis allé voir Annette Messager et Christian Boltanski à Malakoff et j'ai visité le Louvre avec le livre de Pierre Schneider, notamment à sujet de Giacometti, puisque évidemment, pour moi, en fait, tout a commencé d'une certaine façon avec l'art avec Giacometti et j'ai vraiment passé une journée entière au Louvre en regardant toutes les œuvres que Giacometti signale dans le livre de Pierre Schneider. Donc c'est formidable que ce soir sort aussi la réédition de ce livre, comme Laurence nous a dit, de Pierre Schneider, et après l'événement, ces 2 livres seront présentés, seront en vente ici au Louvre. Giacometti a dit que le Louvre est une école pour voir, une école dont il hantait les couloirs occupés des semaines et des mois, à copier ses œuvres, crayonnant pour comprendre leur conception. Et c'est évidemment formidable que c'est en ce moment même, Barbara, tu as une exposition au moment à New York, ensemble avec Giacometti, et on va parler de ça tout à l'heure. Mais on voulait commencer
la présentation de ce livre, comme tu le souhaites, pour parler d'un autre livre qui te tient particulièrement à cœur, qui est un livre qui sont les lettres à ta mère. Donc peut-être on peut commencer par ça. I would like to begin in English. I will eventually change to French, but I wanted to begin as I began in France some 60 years ago. A little girl from Philadelphia who finds herself in the city of the Louvre, and in 50 years later, I have an exhibition with Giacometti at the foundation Giacometti. At the same time that I have that the same exhibition travels to MoMA, and is acclaimed in MoMA in a way that was extraordinary. And so the Louvre for me is practically my whole life. I arrived, 60 years ago, and here I am at the Louvre again, celebrating almost 50 years of existence with the Louvre, and with the history of art and love and poetry at the same time. And the title of the book is I Always Knew, in English. And I chose that title because it is probably the best title in the world. If you know what you know, and if you achieve what you have set out to do. And so it is almost 50 years of letters to my mother from Europe, from the Louvre, from France, from Egypt, from Algeria, from China. And it is a kind of, how can I say it? A kind of monument, a kind of monumental life that is in these pages. It will come out in France, in French, in April of this year. Merci beaucoup, Barbara. Et on avait pensé qu'on parle donc un peu en anglais et un peu en français, comme disait toujours Édouard Glissant, il faut du multilinguisme dans toutes les conférences. Et donc on pourrait peut-être parler un peu de ce que tu nous as montré dans le livre, puisque il y a ton voyage en Égypte, tu es passionné pour l'Égypte, et ça serait intéressant si tu pouvais nous rappeler un peu comment tu as rencontré cette culture, ton voyage en Égypte, et tu nous as amené dans le livre vraiment dans les collections égyptienne. Tu m'as trouvé en Europe, à l'Académie américaine à Rome, et par une espèce de chance, I was abandoned in Egypt, where I discovered Egyptian art, but I discovered also the fact that you could not that you could not avoid the fact that art and the Louvre belongs to the world, and there is no Western art
or Eastern art, but there's only art history. And I think this was the big, this was the big discovery, and it sort of changed my life to what it became. Thank you so much. And you also wanted us to go to spend time next to the Sphinx, and we were really transported. Ça c'était vraiment fabuleux, parce que je suis rentrée devant le Sphinx cette fois-ci. Comme je suis rentrée devant le Sphinx il y a une trentaine d'années en avant. Et c'était merveilleux parce que l'émotion était la même. Moi, j'étais beaucoup plus âgée, mais l'esprit de cette sphinx dans cet désert, dans cette civilisation qui avait changé ma vie, c'était vraiment merveilleux. On s'est aussi beaucoup arrêté devant les stèles et les monuments funéraires. Et quand on a fait l'exposition ensemble à la Serpentine, on a travaillé l'année dernière sur une exposition, on a montré toutes ces œuvres que toi-même tu as fait en hommage aux morts. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça? Monumental, c'est-à-dire ces stèles égyptiennes et ces stèles chinoises que je les trouvais plus tard en Chine. Et toute cette espèce de mémoire d'histoire était devenu pour moi un thème, un grand thème, non seulement pour mon art, mais aussi pour ma poésie et de ma vie. Et Barbara, évidemment, évoque les livres, puisque non seulement il y a l'œuvre plastique extraordinaire, mais il y a aussi tous les romans et les livres de poésie de Barbara qu'il faut lire. J'aimerais qu'on parle un peu de Cléopâtre, non? Puisque Cléopâtre est aussi une figure dans le mythe à traverser les époques, de Sarah Bernhardt à Elizabeth Taylor, à Andy Warhol. Et Cléopâtre joue un rôle très important, que tu m'as dit. Donc. C'est le thème de le pouvoir féminin dans toute sa gloire, la Cléopâtre. Et j'ai commencé cette série il y a très très longtemps. J'ai commencé avec la cape, et maintenant c'est une série qui a une douzaine de thèmes de Cléopâtre. Et après, on a parlé aussi de ta branche, non, Africa Rising. Et tu décris cette œuvre comme une arche de l'histoire collective, un vaisseau de contemplation flottant sur un océan de temps et d'espace. Et cette œuvre est très très souvent associée à la victoire de Samothrace. Donc peut-être ça serait intéressant de nous parler un peu de ce lien, puisque c'est un autre lien. C'est très spécial, cet monument. Et c'est un monument qui a été fait pour les États-Unis comme monument aux gens qui étaient esclavés aux États-Unis et qui sont enterrés aux États-Unis. C'est une espèce de winged victory noire qui est maintenant aux États-Unis et qui on espère de l'installer comme monument très peu de l'histoire américaine des Noirs aux États-Unis.
En même temps, on a aussi parlé de ton livre Echo of Lions, non? Qui a aussi un lien à une Odyssée noire. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Parce que ça nous ramène à tes romans. Echo of Lines, c'est peut-être mon meilleur livre. Et je venais de relire la première page de ce livre qui entoure toute l'histoire des États-Unis. Le bon, le mauvais. C'était dans une seule page l'histoire des États-Unis. Un livre donc urgent à lire, ce roman de Barbara. J'avais une dernière question, puisque à la fin de notre conversation, de notre promenade, il faut dire que c'était un peu... ça s'est toujours fait au moment où le Louvre est fermé, donc on s'est promené avec chaque artiste pendant environ 3 heures, et à la fin, donc, et surtout dans notre conversation, on a passé vraiment 1h30 assis devant la Sphinx. Et à la fin de sa conversation, tu m'as dit « Art makes history, it doesn't explain it ». L'art fait l'histoire, ça ne l'explique pas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer cette phrase? Moi, je crois que c'est évident. L'art ne peut pas expliquer l'histoire. L'art doit faire l'histoire. Et c'est quelque chose qui est non littéraire, même si la personne qui regarde une œuvre d'art avec toute l'histoire tout autour, qui est l'histoire universelle, il doit comprendre que cet objet-là est tout et rien, et que sa force et son importance, c'était la mémoire. Barbara, merci infiniment. Big round of applause, un grand applaudissement pour Barbara. Et je voulais, Annette, poser la première question. Donc, on continue avec Annette Messager. Annette, la première question sur la peur du Louvre, puisque la première fois que tu m'as dit, quand on a préparé la promenade au Louvre, c'est que tu avais peur des fantômes. Pourquoi le Louvre t'effraie? D'abord, il y a des massacres. Toutes les peintures, c'est des massacres, des corps nus, écorchés. Donc, quand j'étais petite et que je venais ici, ça me faisait très, très peur. Je préférais, regarder les visiteurs et les visiteuses plutôt que les tableaux. Et puis, comme je suis provinciale, quand je venais à Paris avec mon père ou ma mère, il y avait 2 visites. C'était les Galeries Lafayette et le Louvre. Et quand je rentrais, je confondais un peu les deux, à vrai dire. Mais pourquoi pas? Il y a beaucoup de fantômes aussi dans les Galeries Lafayette, je crois. Mais évidemment, ce soir d'ailleurs, c'est tellement étrange parce qu'on a une lumière très forte. Et vous êtes dans le noir, donc on voit des formes qui bougent. C'est très fantomatique. Hein. C'est très... Et tu parles de Sainte-Agathe. Il y a aussi parler de Giacometti. Tu dis, Giacometti, il adorait le Louvre. Et le Louvre, oui, d'accord. Mais il a quand même dit, entre un incendie et un Rembrandt à sauver ou un chat, je sauve le chat. Et ça, c'était ta première idée quand on était en train de chercher les chats. Ah oui? Les chats au Louvre. Après, il y avait aussi l'idée... Et j'ai découvert un tableau de Chardin qui est ici. L'arrêt, ça s'appelle. Mais l'arrêt, donc il y a un chat qui est en train de manger des huîtres et puis il y a une raie au fond. Mais je ne sais pas comment elle est translucide, ce tableau. Allez le voir parce qu'en reproduction, il ne donne pas grand-chose. Mais cette raie, c'est absolument prodigieux, ce tableau. Et après, il y avait une deuxième idée, c'est que tu
Assez au début, tu voulais qu'on regarde la vieillesse, les portraits. Quoi, la vieillesse? Oui, c'était ça Non. l'idée. La troisième. Non, Mais ça, c'était. tu inventes. La vieillesse? Ah non. Et après, il y avait une troisième. Jamais. Une troisième Oui, ça idée. partait un peu dans tous les sens. Hein. Après, il y avait une troisième idée, c'est qu'on regarderait Sainte Agathe, Sainte Apolline, Sainte Lucie. Tu pourrais parler de ça? Ben, d'abord, j'avais demandé à voir un peu les prostituées dans les tableaux. Et après, oui, c'est devenu, ça a changé, c'est devenu Sainte Agathe, c'est devenu... Oui, enfin, il y avait un rapport. D'ailleurs, j'ai découvert un tableau au Louvre fait par une femme et qui représente une esclave qui s'appelle... tu sais pas? Je l'ai dans mes papiers, mais j'ai oublié son nom. Et elle a peint, donc c'est une femme peintre, c'est vers 1800, et elle a peint une esclave noire. Mais cette peinture, cette femme est d'une dignité, elle est très belle, elle a un coup extraordinaire. Je retrouverai le nom de ce tableau et de ce peintre. Autre chose que tu nous as raconté dans l'interview, que c'était en fait ton père qui t'a amené à voir l'art. Donc, on parlait des commencements de ça. Est-ce que tu pourrais me parler de ces toutes premières visites? Oui, c'est-à-dire que mon père était architecte, et aimait beaucoup la peinture, il en faisait, et tous les matins, au petit déjeuner, enfin, il parlait d'art tout le temps. Et bon, le reste de la famille en avait carrément marre. Mais moi, il m'amenait des croissants, il me parlait d'art. Donc, l'art était lié aux croissants. Donc, c'était un début formidable pour faire de l'art. Et au contraire, moi, j'aimais beaucoup l'entendre, l'écouter. Il me parlait aussi beaucoup d'art brut, parce que comme je suis née dans le Pas-de-Calais, il y avait des mineurs et qui sortaient de la mine avec, comme ça, pouvaient à peine respirer. Ils avaient des illuminations, etc. Ils peignaient, ils écrivaient. Enfin, c'était très... Et puis aussi, je suis née dans un pays à Berck, où l'air est très très bon, très violent, et donc il y a beaucoup d'hôpitaux et beaucoup de malades. Mais on dit jamais malades là-bas, on dit les allongés. Et quand j'étais petite, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas. Donc, ils ne faisaient que lire. Il n'y avait même pas la radio. Donc, ils ne faisaient que lire ou peindre la mer, dessiner des aquarelles. En fait, c'était très, très poétique. Après, donc, il y avait donc différents thèmes qu'on voulait aborder. Et comme tu dis, ce thème de la vieillesse, on ne l'a pas abordé. Il était finalement abordé par Anselm Kiefer, non, devant les œuvres de Rembrandt. Ah oui, oui. Les autoportraits de Rembrandt, ça c'est prodigieux, oui. Mais ce n'est pas la vieillesse, enfin, c'est autre chose. Hein. Mais ces autoportraits de Rembrandt, c'est une chose des plus étonnantes, des plus touchantes qui soit, je trouve. Mais il n'y en a pas beaucoup au Louvre de ces tableaux de Rembrandt. Mais le thème après que tu as choisi d'aborder, qui est assez central dans la visite, c'est le thème que les collections abritent en fait de nombreuses représentations de la femme adultère, et cet épisode dans lequel Jésus-Christ empêche l'exécution d'une femme infidèle. Et tu nous rappelles aussi que l'adultère a seulement été dépénalisé en France en 1975. Est-ce que tu pourrais parler un peu de ce motif, puisque ça, c'était une grande partie de notre promenade, de la discussion? Non, je ne sais pas quoi dire. Non, mais de la femme adultère, ben, on a cherché, on a vu des tableaux, mais voilà, ce n'étaient pas les plus beaux tableaux qui soient non plus. Donc, j'ai un peu abandonné cette idée. Excusez-moi. Hein. Un grand applaudissement pour Annette Messager. Merci beaucoup. Mais je voulais dire une phrase de Filiou que j'aime beaucoup qui dit « L'art est fait pour rendre la vie plus intéressante que l'art ». Ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup, Annette. Et ceci nous ramène directement à Simone.
Et Simone, la toute première chose qu'on discute, c'est le commencement avec l'école du Louvre. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces commencements? Oui, eh bien, j'ai fait l'école du Louvre et ça a été, comment dirais-je, merveilleux parce que j'ai découvert en profondeur, en fait, l'art des pays où j'habitais, la Syrie, la Mésopotamie, l'Égypte. À cette époque, c'était, on commençait par la préhistoire, donc ça ne m'a pas trop intéressé, mais tout de suite, l'Égypte, il y avait la grande Madame Les Roches-Noblecourt qui enseignait. J'ai eu vraiment cette chance de suivre ses cours. Et surtout, après, j'ai découvert la Mésopotamie, c'est-à-dire Sumer et Assur. J'avais les 2 gros livres de M. Parot, qui est merveilleux, merveilleux. Et voilà, j'aime beaucoup parce que ce sont des salles au Louvre où il n'y a pas beaucoup de monde, alors c'est très agréable. Et j'y allais tout le temps, enfin j'y allais quasiment tous les jours. Et après, on parle beaucoup de ton intérêt pour l'argile, qui est en fait le lien entre l'ancien et le contemporain, entre le passé et le présent dans ton travail, entre la vie et la mort, et tu nous as amené à voir des œuvres très très anciennes dans le Louvre. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Bien, la plus ancienne œuvre du Louvre, c'est un personnage, en fait ils sont 2, qui sont au musée de Jordanie et qui sont là probablement prêtés ou peut-être, prêtés pour longtemps. Et c'est des personnages qui sont faits avec, c'est pas vraiment de la terre, c'est pas vraiment de la paille, c'est un conglomérat, c'est très ancien, mais ils ont des yeux extraordinaires qui regardent le monde, et à travers le monde probablement se demandent s'il y a un Dieu. Et c'est tout de suite relié plus tard aux orans mésopotamiens qui également ont des yeux qui regardent. Et ça, je trouve que c'est une leçon. Ils sont toujours vraiment de face. Donc nous aussi, on les regarde. Et on peut communiquer avec eux. Et nous sommes en fait d'ailleurs parfois surpris par les formes qui restent. Tu indiquais aussi que tu faisais des œuvres en fait en bronze. Après on a parlé aussi de la cour Khorsabad, on a parlé de Delacroix, on a parlé beaucoup de choses, mais on s'est arrêté surtout devant le code d'Hammurabi et devant ces inscriptions. Et je pense que ça serait intéressant qu'on parle un peu de ça aujourd'hui, puisqu'en fait les inscriptions ne sont pas des lois, mais comme tu nous expliques, c'est des jurisprudences. Et cette œuvre a très directement déclenché des œuvres chez toi. Oui, d'abord, au point de vue beauté, c'est une stèle extraordinaire. Et en même temps, c'est une leçon. On a consigné sur cette stèle toutes les possibilités de manquement au savoir-vivre entre les hommes. Donc je ne dis pas le mot loi, mais au contraire, on explique que dans tel ou tel cas, on a fait telle ou telle chose contre la personne qui a été contrevenue aux lois, aux lois de la bienséance, de la morale. Et donc, le désir du roi d'avoir voulu fixer pour donner des exemples, pour enseigner. Et je trouve ça tout à fait merveilleux parce qu'en plus c'était accessible. C'est pas un livre caché dans une bibliothèque. C'était accessible à tout le monde de le lire. Et ça a été c'est le premier texte juridique que nous ayons.
Et pour moi, j'ai fait des stèles, j'ai écrit des textes dessus, pas du tout sur la jurisprudence. Mais c'est beau aussi, non seulement de dessiner, enfin dessiner et écrire, c'est très proche et très pareil. Mais quand on donne des mots, on espère être mieux lu, parce que les gens sont plus habitués à lire un texte qu'à lire une peinture. Et en fait, avec Barbara, on a beaucoup parlé dans l'interview sur le voyage, dans les collections. Et pour toi, il y a aussi l'importance du voyage que tu évoques, du déplacement. Le voyage dans les collections, d'être dans un pays sans frontières. Est-ce que le Louvre est encore un ailleurs ou est-ce qu'il t'est devenu familier? Oui, un voyage en soi-même, parce que nous avons là, depuis les premiers temps, les premiers balbutiements de l'art jusqu'à l'art d'aujourd'hui. Et ça rejoint, en fait, le fait qu'il y a un musée où il y a tout ce qu'on peut vouloir regarder, vouloir apprendre. Je trouve que c'est indispensable à la vie, indispensable. Malheureusement, je ne viens pas au Louvre aussi souvent que je le voudrais, mais on pourrait y venir tous les jours. Et se promener à travers les âges et à travers les cultures et à travers toutes sortes de médiums, voilà, je trouve que ça vous apprend à vivre. Ça vous apprend sur vous énormément de choses, parce qu'on se reconnaît dans telle ou telle chose. On peut choisir tel ou tel pays, telle ou telle pérégrination. Et je voulais aussi partager cette coïncidence stupéfiante, puisqu'il y a un texte de 2011 paru dans la maison d'édition Post-Apollo Press, que toi, Simone, tu as fondé, et qui pourrait, d'une certaine façon, servir de prélude à notre conversation, car la poétesse Ryoko Sekiguchi écrit ceci à propos de ton œuvre. Je n'oublierai jamais ce jour où, peu de temps après avoir découvert son travail, donc le travail de toi, je me suis rendu au Louvre pour voir une exposition. Une fois le parcours terminé, j'ai laissé errer mes pas quelque temps dans une salle à une autre, jusqu'à ce que je sois arrêté, ébahi. Il m'avait semblé reconnaître les œuvres de Simone Fattal. Or, ce qui se trouvait devant moi, c'était des figurines et des maisons en petite taille d'époque pré-mésopotamienne. La ressemblance était telle qu'il me sembla perdre la notion du temps. En une fraction de seconde, toutes sortes d'idées me traversèrent l'esprit. Peut-être Simone Fattal était bien l'auteur de ces œuvres. Peut-être les avait-elle déposées en cachette dans cette salle d'exposition. Peut-être était-elle en réalité potière, sortie tout droit de l'époque antique et transportée jusqu'à nos jours pour permettre d'accéder à ces techniques de fabrication archaïques. Ou bien peut-être avait-elle mis la main, par je ne sais pas quelle magie, sur le fantôme d'une antique potier qu'elle faisait travailler pour elle en secret. Et après la conversation, on s'est rendu chez toi où en réalité il y avait toutes ces maisons. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, en fait, j'ai fait ces maisons, et c'est après que je les ai vues ici. Je n'avais aucune idée qu'on pouvait trouver ces modèles d'architecture au Louvre ou ailleurs. J'ai fait ces maisons, j'ai commencé... bon, je ne sais pas pourquoi, mais... et puis maintenant, c'est une passion, j'en fais tout le temps. Plus il y a des destructions dans le monde, plus je fais de petites maisons qui ont l'air de ruines, mais que j'appelle maisons, parce que je ne veux pas les appeler autrement. En effet, quand je les vois au Louvre, j'ai l'impression de les avoir fait moi-même. Or, comme j'ai dit, je les ai vus après. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce lien réel avec l'art il y a 3000 ans avant Jésus-Christ. Je sais, ça pose des questions, mais oui, c'est une affinité, une reconnaissance, la même façon de penser. Je crois que il n'y a pas de transmigration. Je ne veux pas dire à ceux qui y croient qu'il n'y en a pas, mais il y a des constantes, des réalités culturelles qu'on retrouve, qui sont très liées à la géographie, et que les gens d'un même pays
finissent par penser pareil à travers beaucoup de siècles. Voilà. Merci beaucoup. Grand applaudissement, Simone Fattal. Et je voulais donc commencer, Julien, avec le commencement de notre entretien qu'on a fait au Louvre, puisque tu voulais débuter cette conversation dans les jardins du Louvre. Pourrais-tu nous dire pourquoi ? Je crois que ça commence toujours par l'extérieur avant de rentrer sous la pyramide. Et puis ce jardin, peut-être, ou ces allées, on les navigue davantage même que le musée, surtout quand on peut flâner dans ces quartiers. Je crois qu'il y a quelque chose autour des allégories, autour des bassins, qui est assez stimulant. Et peut-être une œuvre qui m'intéresse particulièrement, qui est L'Arbre des voyelles de Pennon, qui est le moulage d'un chêne déraciné après une tempête en 1999, et qui est gigantesque et qui est mis dans un des bosquets, qui est fait en duo avec Pascal Crébier, qui est paysagiste, qui a essayé de repenser comment il était possible de mettre une flore qui puisse vivre et habiter avec une forme très démonstrative en bronze. Et puis cet arbre m'a questionné de plein de façons, parce que ça faisait repenser au fait que le jardin a été commandé par Colbert à Le Nôtre, donc le paysagiste, que Colbert a écrit évidemment le Code noir, que Colbert a aussi demandé que, en fait, c'est une époque où il y a presque plus de forêt en France, déjà, puisqu'il y a eu tellement de guerres, tellement d'usages, que les forêts avaient presque disparu. Il fallait replanter massivement, en fait, des arbres, des chênes, en vue, d'une part, de remettre en place un écosystème, mais aussi en vue d'avoir du bois pour construire des navires. Et du coup, ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a un critique guadeloupéen qui s'appelle Jocelyn Valton, qui a écrit une lettre ouverte à Pennon pour lui demander si, quand il faisait cette œuvre, L'Arbre des voyelles, est-ce qu'il prenait en considération aussi toute l'histoire du jardin, toute l'histoire des forêts françaises. Et je trouve que quand on le prend par ce prisme, on se met aussi à voyager et puis à regarder aussi, aller au-delà de la question formelle et de se servir de la sculpture comme un point de départ à revisiter l'histoire ou à se raconter des histoires aussi. Merci. Et tu parlais aussi de complicité souterraine entre les arbres. Parce que c'est intéressant aussi par rapport à ces complicités souterraines qui peut-être existent entre les œuvres, non, et même entre les départements. On a beaucoup parlé ce jour-là, et c'est vrai qu'avec l'idée des racines, on arrive très vite au palétuvier ou à une idée de rhizome que va mettre en place Édouard Glissant. Mais c'est aussi intéressant de se dire aussi que la vie qui nous entoure ou qui nous accompagne tisse comme ça du langage. Mais je crois que aussi c'est comme ça qu'on peut créer aussi pour moi, une exposition, ce qui se passe à l'intérieur d'un musée, c'est comment ce qui va retenir notre attention, ce qui va nous émouvoir, va comme ça tisser des espèces de réseaux dans la tête, des réseaux de rêves, de désirs, de projections. Et c'est peut-être en ça aussi que c'est intéressant, cette idée de racines. Et nous sommes ensuite dirigés vers le pavillon des Sessions, qui est une antenne du Quai Branly au Louvre depuis 2000. Et tu nous y as montré beaucoup d'œuvres, mais notamment aussi une sculpture dédiée à Gu, dieu du fer, de Ekependo Akati. Tu pourrais nous parler un peu de ça et de ton rapport à ces œuvres? Tu as le titre, le nom de l'artiste? Oui, c'est la sculpture qui est dédiée à Gu, dieu du fer, de Ekependo Akati. Et dans le pavillon des Sessions, qui est presque une sorte d'antenne du Quai Branly, c'est une des rares œuvres qui dispose d'un auteur. Les autres, l'histoire est méconnue, l'auteur est inconnu, l'origine est approximative. Et je trouvais assez important aussi que
pour une fois sur une forme anthropomorphique qui a une dimension spirituelle et religieuse importante, elle puisse être nommée aussi par celui qui l'a pensé. Et je pense que Ogun, c'est celui qui accompagne de la plus belle des façons les artistes. C'est le dieu du fer, c'est le dieu des artisans, de la guerre. Et que peut-être que cette sculpture, elle est intéressante aussi parce que ce qu'elle convoque existe encore aujourd'hui, est encore célébré sur le continent africain, mais aussi en Amérique du Sud, aussi dans la Caraïbe, et que peut-être là, il y avait quelque chose qui était pour moi sensible. Et dans toute la conversation, ce que tu remets en fait en question, c'est vraiment le rapport des œuvres au musée et surtout lors des contextualisations. Donc peut-être ça serait intéressant de parler un peu plus de ça, mais aussi comment tu contextualises ton propre travail. Je crois qu'il est assez difficile de se balader ou d'avoir le plaisir de voir les œuvres qui composent le Louvre sans les remettre en perspective. En fait, je crois qu'il y a un lien au pouvoir et un lien à l'État qui est omniprésent sur un grand nombre des œuvres, mais un lien aussi à la conquête ou à la domination. Et qu'à chaque fois, en fait, le rapport, je trouve qu'il est important aussi de regarder ces chefs-d'œuvre par le prisme historique aussi. Et ça donne une autre manière de les teinter, d'une certaine façon. Ça amène d'autres couleurs. Et dans un entretien que tu as donné récemment, tu rappelles que ce ne sont pas simplement les statues qui sont problématiques, mais ce sont les histoires inconnues qui se cachent derrière le mobilier, derrière les vêtements, derrière l'art de vivre, les batteries de nos trottinettes, les essences mises dans nos savons. Et c'est quelque chose aussi qui apparaît beaucoup dans notre conversation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces histoires inconnues? Je crois que ce qui est intéressant avec les œuvres aussi, quand on commence à s'y intéresser, c'est qu'il y a la grande histoire et puis il y a toutes les petites histoires qui les accompagnent. Et je crois que c'est aussi très intéressant. Mais je ne sais pas à quoi exactement tu mentionnes là précisément. Et peut-être une autre question par rapport à Apollinaire, puisqu'en 1909, Apollinaire souhaitait que le Louvre accueille des œuvres de l'art africain. Pour être rappelé que l'aspect n'est pas moins émouvant que celui des beaux spécimens de la statuaire occidentale. Et il y a plusieurs œuvres dans le pavillon des Sessions qui appartenaient justement à la collection d'André Breton. Et ça, c'est une figure que tu évoques beaucoup. Peut-être on pourrait parler un peu de ça et du surréalisme. Je crois que le surréalisme a besoin de trouver une raison profonde pour pouvoir émettre sa poésie ou sa beauté. Et le surréalisme a besoin d'une certaine façon de redevenir primitif ou d'avoir une autorisation d'être primitif. Ce que j'entends par là, c'est de retrouver quelque chose de beaucoup plus saillant dans la manière d'émettre la poésie, de déconstruire tous les codes. Et ce qui peut-être donne cette validité ou cette autorisation, c'est la mise en contact avec l'art du continent africain, c'est indéniable. Et dans notre conversation, on a aussi évoqué, et ça c'est peut-être la dernière question, le futur du musée. Françoise Vergès, elle évoque l'idée dans une conversation que j'ai eue avec elle et Hervé Télémaque du post-musée, donc qui chercherait à inscrire objets sans images et mémoire dans leur environnement vivant, ce qui nous ramène un peu à la citation de Robert Filio-Danette. Et en même temps, on a beaucoup parlé des doigts glissants et des 100 musées non réalisés. Et ces déambulations qu'on a fait m'ont beaucoup rappelé ça. En fait, l'idée de l'archipel, des travaux interdépendants, l'opposé d'un monument d'une certaine façon, pas un espace étalé, mais comme Glissant dit, pas un espace étalé, mais étendu. Et toi, évidemment, tu es aussi un lecteur de Glissant, mais j'étais intéressé un peu basé sur ces idées de Françoise Vergès et Glissant, qui ont des projets non réalisés,
de musée, puisque Françoise Verger, ça c'est le projet non réalisé pour La Réunion, et glissant le projet non réalisé pour son institution pour Martinique. Tu pouvais peut-être nous parler un peu de ta vision pour une institution future. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on peut se poser la question de l'appropriation, de la réappropriation ou de la présence ou non-présence de certaines œuvres dans les grandes collections, que ce soit en France ou aux États-Unis, peu importe. Et puis je crois que les œuvres, elles ont déjà bougé depuis un certain nombre d'années. C'est comme si, d'une certaine façon, elles avaient dû, presque comme un être humain, s'acclimater à un contexte avec ses violences, avec ses contraintes, et en même temps trouver comment ruser pour être. Et il me semble, ce qui est beau aujourd'hui, peut-être, c'est de remettre ça en question, mais c'est peut-être d'activer davantage le mouvement. Des collections qui pourraient aller dans des endroits qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas eu l'opportunité de jouir de leur propre chef-d'œuvre. Je crois que c'est important, mais qu'elles puissent aussi s'accompagner d'une histoire de l'art que l'on peut avoir en commun, et une histoire de l'art qui peut peut-être faire monde d'une certaine façon. Merci infiniment, Julien. Un grand applaudissement pour Julien Creuset. Et j'avais promis à Laurence et à Donatien et aux artistes d'ailleurs que ceci aujourd'hui ne sera pas un marathon. Et on va donc conclure peut-être avec une toute dernière question. Parce qu'une chose, en fait une question qui était récurrente dans toutes les conversations du Louvre, comme d'ailleurs de toutes mes conversations, c'est toujours la seule question récurrente, c'est la question sur le projet non réalisé. Et là, la question qu'on a discutée sur ces projets non réalisés, de musées futurs non réalisés, jusqu'à maintenant non réalisés, d'Édouard Glissant et de Françoise Verger, c'est la réponse de Julien, nous amène vraiment à ces questions. Et je voulais donc vous poser une dernière question sur un de vos projets non réalisés. Ça peut être lié à votre vision pour un futur musée, ça peut être lié au Louvre ou être aussi totalement indépendant de ça. Et je me rappelle, Barbara, quand je t'avais posé la question, when I asked you the question, you talked about fountains. Tu as parlé de fontaines non réalisées. But the grand, no, vraiment, le grand projet pour moi maintenant, c'est le déplacement de Africa Rising à un endroit public, libre et que pouvait faire face à le fait qu'aux États-Unis, ils sont 1267 Confederate monuments et il n'y a même pas 4 de memory de l'esclavage. Alors, Africa Rising, c'est 18 pieds. C'est vraiment un monument fait en bronze et qui pouvait réunir pour la première fois l'histoire des deux races aux États-Unis. Et c'est ça la chose que je veux faire avant que je quitte ce monde. Merci beaucoup. Big round of applause for Barbara Chaiselebourg. Et Annette, le projet non réalisé? Des projets non aboutis, parce que pas très bons, quoi. Donc oui, j'ai beaucoup de petits papiers ou des dossiers dans l'ordinateur, je sais pas, qui s'appellent « truc pas bien ». Et quelquefois, je me dis, mais non, ça finalement, ça pourrait peut-être s'améliorer, s'arranger. Mais oui, enfin, j'ai beaucoup de trucs pas réalisés.
Merci beaucoup, Annette. Big round of applause. Et Simone, le projet non réalisé? Eh bien, j'espère réaliser de grands projets dans l'avenir parce que ceux qui n'ont pas été faits, bon, j'y pense plus. Parce que j'ai remarqué, enfin, tous on a remarqué que beaucoup d'artistes font leurs meilleures œuvres, travaillent de mieux en mieux et font de meilleures choses, de magnifiques choses vers la fin de leur vie. Je trouve que Henry Moore ou Picasso, enfin, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Simone. Big round of applause. Et Julien, le projet non réalisé? Je crois que je rêve pas c'est pas quelque chose qui me travaille beaucoup. J'essaie déjà de faire ce que j'ai à faire aujourd'hui, du mieux que je peux. Et voilà. Merci beaucoup, Julien. Donc, tous mes remerciements pour Barbara Chase-Ribot, pour Annette Messager, Simone Fatal, Julien Creuset. Merci à vous tous. Merci.